de l'impatience, les deux derniers intervenants ont débordé. Bon, moi je ne serai pas très bavard, j'ai droit qu'à une deuxième interpellation. Je vais reprendre l'image du tragique de Raphaël Glucksmann. La catastrophe n'est pas devant nous. La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. La catastrophe, elle est déjà là. Et ce n'est pas seulement une catastrophe climatique avec une pendule qui tourne et qui nous laisse à peine 10 ans pour essayer d'inverser la tendance. La catastrophe, c'est la découverte que ce qui nous menace de par le monde, ce ne sont pas des coups d'État militaires, mais des démocraties autoritaires. Des pouvoirs sortis des urnes qui s'en prennent aux libertés et aux droits fondamentaux. Liberté de se réunir, liberté de s'exprimer, liberté de manifester, liberté d'informer. Ils ont comme nom Bolsonaro, Erdogan, Poutine, Trump, Modi, Xi Jinping, mais je vous laisse continuer la liste jusqu'ici même en Europe. La catastrophe, c'est que nous ne sommes pas... La résonance, pour moi, n'est pas les années 30. La résonance, y compris sur le niveau des inégalités, la captation de richesses, c'est la fin du XIXe siècle et le début du XXe, comme l'ont rappelé beaucoup de travaux de Thomas Piketty. Belle époque, révolution industrielle comme notre révolution numérique, créatrice, et en même temps une époque qui courait vers l'abîme et qui a créé les 30 ans de guerre civile européenne, les génocides, les massacres de masse. À ce moment-là, dès cette époque, la France était un théâtre important. Et aujourd'hui, on peut se dire que dans cette époque, peut-être que la France est un maillon faible. Nous regardons l'Italie, mais où l'idéologie meurtrière nouvelle de ce XXIe siècle est-elle née, comme l'antisémitisme moderne à la fin du XIXe siècle avec l'affaire Dreyfus? Où le grand remplacement est-il né? Où s'étalait-il hier sur les chaînes d'information en France, avec des écrivains, des auteurs, des propagandistes, des intellectuels français qui appellent à chasser une partie de notre peuple à raison de son origine, arabe, musulmane, noire? C'est l'idéologie meurtrière qui a armé les responsables des massacres de masse en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. C'est chez nous. Et ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas simplement un laxisme des chaînes d'information. Comment s'étonner quand on a eu la droite du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale? Comment s'étonner quand on a eu la gauche de la déchéance de nationalité? Comment s'étonner quand l'agenda de l'extrême droite, son hégémonie culturelle, son hégémonie idéologique ont gagné les principales forces de gouvernement? Alors pourquoi je vous dis ça, et c'est ma deuxième interpellation? Si on reste dans la résonance que je convoquais, dans cette résonance, un homme a eu le sens du tragique. Il n'a pas pensé à lui, il n'a pas pensé à sa carrière, il n'a pas pensé être le chef du parti, et encore moins le candidat. Il n'y avait pas de candidat au suffrage universel pour la présidence à l'époque, mais on pouvait être président du Conseil, on pouvait être ministre interminable, on pouvait être, au fond, ne penser qu'à sa carrière. Cet homme, ayant la conscience du tragique, a pris son bâton de pèlerin et a été voir tout le monde, les gauchistes, les réformistes, les droitiers et les radicaux, l'ensemble des tendances de la gauche dans sa diversité, les anciens anarchistes, les plutôt socialistes de gouvernement. Vous savez bien de qui je parle. Il s'appelle Jean Jaurès. Il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été président du Conseil. Ce chemin qu'il a pris, il l'a payé de sa vie et il n'a pas pu empêcher la catastrophe. Mais nous savons bien qu'en prenant ce chemin, il a sauvé l'essentiel, l'idée de l'unité, l'idée de ce que Génération, et bravo, fait aujourd'hui. Alors ma question est toute simple. Vous vous déclarez tous et toutes pour l'unité. Mais j'ai rappelé vos itinéraires, vous avez fait pas mal de campagnes. Vous avez quelques années d'organisation et de militantisme. Comment se fait-il, dans vos générations qui sont plus jeunes que la mienne, comment se fait-il qu'aucune de vos formations, de vos courants, n'ait fait surgir ce Jaurès qui ait oublié sa propre carrière pour faire le chemin de l'unité? On va demander, et du coup ils seront plus courts,
on va faire des réponses en chemin inverse. Je suis pas sûre. Alors, Jaurès avait peut-être cette grandeur que vous soulignez. Je crois qu'il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi l'agrandissement du monde qui est quand même permis Internet. La véhiculation de l'information fait qu'au contraire, on voit émerger beaucoup de figures qui mettent leur ego et leurs ambitions de côté. Je vous ai parlé tout à l'heure de Greta Thunberg. Je ne vois pas, en tout cas pas encore, ce qu'elle veut faire de sa vie. Il y a beaucoup d'adolescentes partout autour de la planète qui mènent cette même bataille, ce même combat. Ça, c'est pour parler de la cause environnementale, mais je pense aussi à Cédric Héroux, à Carola Rackete. Et en fait, je vois beaucoup d'individus, de personnes qui partout autour du monde se mettent en jeu en laissant leur ego de côté. Peut-être pour compléter, moi ce que j'aimerais dire de manière assez rapide, c'est revenir sur la question de l'enjeu écologique, social et sur celui de l'identité. Ceux qui ont lu Andreas Malm savent que quand on est passé de la machine à vapeur au charbon, eh bien c'était pour une raison simple, c'était que le staff, les ressources humaines qu'on pouvait embaucher dans ces industries-là, eh bien le staff du charbon était plus facilement jetable que le staff des machines à vapeur. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire de la justice environnementale savent que le concept même, les mots même de justice environnementale sont nés au cœur du mouvement noir aux États-Unis dans les années 70 et 80. Tout ça pour dire que les batailles qu'on mène, elles se croisent et que chacun et chacune des personnes que j'ai citées et toutes celles encore plus nombreuses que je n'ai pas citées juste avant sont pour moi des Jean Jaurès en puissance et que voilà, on peut ensemble individuellement mais coordonnés en collectif mener ces batailles-là pour les gagner et c'est aussi un devoir des appareils politiques que de rendre hommage, que d'accompagner, que de soutenir, que de pousser ces personnalités-là pour qu'elles émergent. Merci. Raphaël. Alors je vais rentrer en contradiction avec la question, parce que je pense qu'elle est un peu une question de droite, dans ce sens que c'est la droite qui se demande toujours mais pourquoi il n'y a pas un nouveau De Gaulle. Il ne faut pas que la gauche se demande toujours pourquoi il n'y a pas un nouveau Jaurès. On va sortir de ce présidentialisme, parce que là aussi c'est une forme de présidentialisme qui est de croire qu'il faudrait que de nos rangs émerge une figure comme celle de Jaurès qui va prendre son bâton de pèlerin et qui va aller l'unir. J'étais assez con en créant Place Publique pour penser que peut-être je pouvais le faire, mais je pense que personne ne pourra le faire. Et donc, il va falloir qu'on soit un Jaurès collectif et qu'on renonce de manière collective, en fait, à nos ambitions. Et je pense qu'effectivement, par contre, ceux qui pourront faire l'unité, qui travailleront à ce rassemblement, sont ceux qui d'emblée déclareront que, évidemment, eux-mêmes ne sont pas candidats à cette fonction suprême, parce que sinon il y aura toujours la suspicion de oui, il veut rassembler les gens pour ensuite qu'ils aillent distribuer des tracts pour lui ou pour elle. Donc il y a à mon avis un effort de renoncement à faire d'abord. Et c'est là-dessus qu'il faut s'inspirer de Jaurès, non pas pour atteindre sa grandeur, mais pour atteindre son humilité et sa capacité de renoncement. Et il y a aujourd'hui, je pense, énormément de volontés qui veulent s'engager, qui veulent qu'il y ait une alternative, mais qui ne veulent pas précisément être président de la République. Tout le monde ne se rase pas tous les matins, et tout le monde n'y pense pas tous les matins. Et donc, il faudrait pour organiser cette université, des gens qui disent qu'ils ne veulent pas être président de la République, et que même peut-être leur formation politique, telle qu'elle existe, n'aspire pas à contrôler la présidence suprême, mais aspire à cimenter, en fait, une alternative possible. Et ensuite, on verra si quelqu'un qui est au moins sur la tribune pourra reprendre le verbe de Jaurès. J'en doute, honnêtement, le meilleur d'entre nous, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon jusqu'ici dans la manière de parler, c'est pas Jaurès non plus. Donc il y a un renoncement aussi à la figure de Jaurès à entreprendre, et se dire qu'à l'époque des réseaux sociaux, il va plutôt falloir qu'il y ait 1 million de gens qui ne se prennent pas pour Jaurès et qui mettent la pression sur les appareils en disant mais en fait, j'en peux plus de ce spectacle. Et je pense que c'est cette pression-là qui permettra justement d'aboutir à une offre politique commune. S'il y a 1 million, 2 millions de personnes qui envoient un mail, qui envoient un post, qui signent des pétitions et qui disent « Mais vous savez quoi ? Nous, on reste à la maison si vous êtes 14 en 2022. » Ça aura un impact plus fort que la figure qui est introuvable, malheureusement, Pierre-Edouard Rénal. Non, mais j'ai toujours dit qu'il n'y a
jamais de mauvaise question, il ne peut y avoir que de mauvaises réponses. Et la question était bonne puisque la réponse est intéressante. Alors, je vais être un petit peu d'accord avec Raphaël. Je pense qu'il y a la question de la personne providentielle. Évidemment, elle serait facile, elle apporterait des réponses simples. Mais effectivement, l'accélération du monde et la capacité à périmer très vite les figures qui émergent me laisse penser que ce ne serait pas quelque chose de suffisamment solide. Et la première étape, peut-être qu'une figure émergera, mais si on attend qu'elle émerge et qu'on ne fait rien entre-temps, je pense qu'on pourra attendre malheureusement longtemps. Et la base, le socle sur lequel ça pourra se faire, c'est celui d'un collectif, et je pense que si on attend un Jaurès pour le construire, ce collectif mettra du temps à voir le jour. Donc, je pense que la clé, si on veut faire émerger cette alternative, elle sera d'abord collective, et elle passe effectivement par une certaine capacité à se faire confiance les uns aux autres. C'est peut-être ça l'obstacle le plus difficile à surmonter. Mais c'est là que je pense qu'il faut repartir des choses simples. Si on arrive à se faire confiance et à se retrouver dans l'immédiat, dans les luttes, dans les combats, dans la discussion aussi et dans la production d'idées, peut-être que ça permettra de tisser ces liens qui font qu'on pourra avancer ensemble. La question de la personne providentielle se pose aussi, et ça revient sur la première question avec la question du régime dans lequel nous sommes. Il va bien falloir trouver quelqu'un à un moment donné pour gagner les élections de la 5e pour renverser la 5e, ou pas, je ne sais pas, nous trouverons peut-être d'autres solutions. Mais on a changé d'époque, donc inventons-nous notre collectif plutôt qu'à d'attendre un nouveau Jaurès, je pense. Alors, préciser la question pour que vous n'ayez pas tous à répéter la même chose. L'antiprésidentialiste de toujours que je suis ne posait pas la question en termes d'homme providentiel. Il posait la question en termes d'hégémonie. Jaurès a oublié de vouloir faire l'hégémonie quand il se bat, il crée l'Humanité et il crée le Congrès des organisations socialistes un an après, en 1905. De quoi vous toutes et tous sortez? Hégémonie du Parti communiste, on connaît la suite. Hégémonie du Parti socialiste, on connaît la suite. Tentative d'hégémonie de la France insoumise, on connaît la suite. Tentation d'hégémonie d'Europe Écologie Les Verts, et l'on va connaître la suite. Ma question était sur l'hégémonie. C'est toi qui as l'expérience la plus lointaine, je parle du courant que tu représentes, sur cette question de l'hégémonie. Bon, du coup, c'est compliqué parce que j'avais réfléchi à la réponse à la première partie de la question, mais une fois qu'elle est amendée, ma tâche est plus rude. Je sais en tout cas une chose, c'est que, bon, effectivement, je suis le porte-parole d'un vieux parti, le Parti communiste. Et je suis en tout cas convaincu d'une chose, c'est que l'histoire de mon parti, elle est marquée par des ombres et par des lumières, et que les plus belles pages de l'histoire du Parti communiste, nous les avons construites quand nous avons rangé le sectarisme au vestiaire. Et lorsque précisément nous avons su tendre la main à d'autres, et y compris à d'autres qui avaient une histoire et une culture politique très très éloignées de la nôtre, lorsque par exemple au moment du Front Populaire nous avons tendu la main aux radicaux de gauche qui n'étaient pas tout à fait de la même culture politique que nous, lorsque pendant le Conseil national de la résistance nous avons fait le choix de travailler y compris avec des gens qui ne s'inscrivaient pas dans une tradition de gauche, et c'est à ce moment-là que nous avons réussi à conquérir de très très belles choses. Simplement, effectivement, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est différente parce qu'aucun parti politique ne peut prétendre à l'hégémonie à l'intérieur de la gauche. Et c'est donc une situation qui est intéressante parce que nous sommes d'une certaine manière condamnés à travailler ensemble et à travailler d'une manière absolument nouvelle. Et donc pour finir, à mon sens, le rassemblement de la gauche, il est possible à deux conditions.
La première, c'est la rupture avec les logiques libérales, parce que nous ne relèverons pas les défis sociaux et environnementaux si nous restons cantonnés aux logiques libérales qui nous ont fait tant de mal ces dernières années. Et la deuxième, et cela vaut pour tout le monde, c'est le renoncement à la tentation hégémonique. Donc travaillons ensemble et travaillons dans le respect de nos composantes, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Merci. La représentante de l'autre vieux parti sur cette table ronde, je vais aller dans le sens de ce que vient de dire Yann. Je crois que effectivement, on est aujourd'hui dans un monde qui est très différent. Il y a tous ces grands enjeux qui nous percutent, que ce soit la question écologique, la question de l'accroissement des inégalités et des injustices sociales, les questions géopolitiques que tu as évoquées tout à l'heure, qui créent du désordre dans le monde. Toutes ces questions-là, la question de la transformation numérique avec les nouvelles précarités, les nouvelles opportunités, mais aussi les nouvelles précarités. Toutes ces questions-là, il y en a d'autres, des transformations technologiques qui vont venir percuter même notre conception de l'humain. Et donc toutes ces questions-là, elles sont autour de nous aujourd'hui, elles sont encore devant nous. Et on est tous là, on doit répondre à tous ces enjeux-là dans un contexte où il y a une méfiance vis-à-vis de la chose politique. Il y a une défiance vis-à-vis des partis politiques, des élus, même si les maires gardent encore un peu la côte, mais dans l'ensemble, il y a une défiance vis-à-vis de la représentation politique. Il n'y a pas un recul de l'engagement citoyen. Il y a au contraire un engagement citoyen qui prend des formes tout à fait nouvelles, différentes, variées, mais on a aussi des engagements qui sont sur des causes spécifiques et moins sur des projets globaux de société comme on pouvait avoir au temps de Jean Jaurès dans les partis politiques. Et donc la question qui est devant nous, c'est comment est-ce que effectivement on recrée du collectif, comment on répond à la question essentielle aujourd'hui pour la gauche qui est reprendre la maîtrise des destins individuels et collectifs en prenant en compte toute la diversité de ce qu'est la gauche aujourd'hui, les partis politiques, les syndicats, les ONG, les mouvements associatifs, les mouvements citoyens, les réseaux d'experts et d'intellectuels, tous ces gens qui font vivre la gauche au quotidien. Il faut qu'on invente quelque chose de nouveau, et donc on a ce défi qui est très complexe pour nous tous, qui est qu'on est effectivement aujourd'hui une gauche émiettée où chacun crée son mouvement pour réunir tout le monde. C'est un petit peu compliqué, et on doit le faire, donc à la fois respecter la diversité. S'il y a des mouvements différents, c'est parce qu'il y a une vraie diversité à gauche et que cette diversité-là, elle doit continuer, et elle enrichit nos débats. Je pense que on doit avoir le débat sur, moi je pense qu'il faut sortir du débat sur le dogme entre le dogme de la décroissance contre le dogme de la croissance. Je pense qu'il y a d'autres questions à se poser pour réinventer un nouveau modèle, mais ça ce sont des débats qui sont stimulants à gauche et qui doivent nous permettre d'arriver vers un objectif qui est commun, qui est comment réussir une transition écologique dans la justice sociale. Et donc ça, c'est toute cette diversité-là, elle doit pouvoir s'exprimer et elle doit pouvoir nous permettre aussi de trouver ce que sont nos convergences qui sont extrêmement fortes. Et on a tout à inventer parce que, et on va continuer à se tromper, mais je crois qu'on doit continuer à essayer, parce que c'est compliqué, on y va tous en tâtonnant, parce qu'on a inventé aujourd'hui un nouveau modèle politique dans une crise démocratique qui s'approfondit. Guillaume ? Le problème, Edwige, c'est que si Jaurès vivait aujourd'hui, moi je suis assez persuadé que... Non, ça j'en sais rien, non, je n'ai pas cette prétention. Je suis assez persuadé qu'il y a des gens qui viendraient le voir et qui diraient bon, il y a 2022 là, t'as fait un bon boulot là, etc. Il faudrait peut-être quand même que maintenant, on pense un petit peu aux choses sérieuses. T'es une belle incarnation. Il faudrait peut-être que tu te présentes à l'élection présidentielle. Et c'est ça, par la boutade là, que j'aimais, que je veux dire. C'est que il y a quelque chose quand même à penser, c'est Olivier qui disait tout à l'heure, sur l'analyse qu'on fait quand même du système présidentialiste. Parce qu'il n'est pas sans lien avec le néolibéralisme, dans ce qu'il induit comme culture politique, et notamment sur la question de l'individualisme, sur la question du rapport à soi dans la politique, et du fait que, comme dans ce vieux film dont je ne me souviens plus, à la fin il n'en reste qu'un. Et à la fin il n'en reste qu'un,
est précisément le modèle culturel néolibéral qui matrice nos jeunes, qui matrice nos vies, qui matrice notre éducation. Et qui, en fait que souvent dans les organisations écologistes et de gauche, il y a une immense contradiction. C'est que on parle d'intérêt général, on parle d'intérêt collectif, et puis dans les repas, les machins, les trucs, etc. C'est bah alors, il en est où, il va faire quoi, tu crois que, etc., etc. Et finalement, là, nous dérivons même culturellement dès ce moment-là dans autre chose qui nous tue dès l'origine de la chose. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que Jaurès, c'est une double synthèse. C'est une synthèse à la fois, j'allais dire, du mouvement d'en bas et des superstructures, c'est-à-dire de l'idée du mouvement réel de la société et de comment les mouvements sociaux, à son époque, notamment les grèves, et l'intégration de la classe ouvrière à la nation se posaient, et en même temps, comment on pense le pouvoir, c'est-à-dire la représentation. Il y a cette première synthèse qu'il a su faire, qui a toujours été un vieux débat, chez les socialistes notamment, mais dans toute la gauche, sur ce rapport entre la légitimité de l'action et la légitimité de la représentation. Et de ce point de vue-là, il a réussi quelque chose d'assez extraordinaire et qui a été très productif. Mais il y a aussi une deuxième synthèse. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Marie, mais je ne suis pas sûr de ce que tu as dit, donc sur il ne faut pas croire en la science ou quelque chose comme ça. Tu n'as pas dit ça? Alors je l'ai mal entendu, tant mieux. C'est que fondamentalement, Jaurès, justement, était à la fois un rationaliste absolu, qui pensait que la démocratie ne pouvait être fondée que sur la raison, mais en même temps, il connaissait le rôle de l'émotion. Tout ce débat, notamment, que nous avons sur le populisme, etc., faut-il être ou pas populiste, sommes-nous dans un mouvement où, de toute façon, toute rationalité est perdue, et donc, etc. Lui, il a réussi cette synthèse-là, magnifique, entre ce qui était vraiment du ressort de la manière de penser l'individu, pas simplement comme une raison, mais comme, j'allais dire, la résonance même de la nature, c'est ces mots, je crois, et en même temps, sa capacité à dire que cela fondait justement la liberté, parce que ça fondait la raison humaine. Et là, il manque du Jaurès partout sur ces sujets-là. Et donc je termine en disant qu'il y a un rapport de force à exercer, pour nous là. Franchement, qui peut penser être président de la République? De toute façon, de quoi on parle là? Donc le rapport de force à exercer, il est le suivant. C'est que des incarnations, il va y en avoir tous les 4 matins qui vont se présenter à nos yeux. Madame quelque chose il y a quelques jours à France Inter, Monsieur Machin, etc., qui a bien réussi les européennes, Monsieur Bidule qui était candidat à la présidentielle antérieurement, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous pouvons construire un rapport de force par rapport à eux. Et que de là, les initiatives que nous pouvons prendre, évidemment sur les luttes, mais pas seulement, dans la signification concrète d'un rassemblement. Tu parlais tout à l'heure, Marie-Noël, de ton idée, là, d'université populaire. Nous, on avait l'idée d'un événement, de quelque chose après les municipales, qui tout de suite fait cette visualisation qu'il y a bien une confluence entre le mouvement d'en bas, les mouvements politiques, c'est-à-dire les institutions, et en même temps, et ça c'est absolument crucial, la question du programme, et donc de la discussion politique qui permet d'établir le projet. Si nous faisons ça, pas un d'entre eux pourra marcher sur nous, et c'est le début de la 6ème République. En gros, nous devons être nous-mêmes le début de la 6ème République.